Bonjour, aujourd'hui dans On ne vous demande pas d'y croire, une émission consacrée à la sexualité ou comment élever le sexe au niveau spirituel. Alors pour nous en parler, j'ai l'honneur d'accueillir une personne qui va tout nous dire sur cette énergie sexuelle qu'est le Tantra. Sophie, bonjour. Bonjour Philippe. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Oui, il a fallu que je descende de Balagne pour venir jusqu'à vous. C'est un honneur pour moi. Non, mais c'était magnifique, hein, franchement. La nature est tellement belle en Corse, c'est que du bonheur. Alors, qu'est-ce qui vous a mené à cette pratique du tantra ou à enseigner même le tantrisme, ça se dit comme ça? Ouais, on peut dire le tantrisme. Alors en fait, déjà le tantra, c'est un mot qui est apparu au 19e siècle. Ah bon? Ça n'existait pas avant. En fait, c'est un peu comme c'est les Anglais qui en fait ont appelé des traités parce que c'est bien de savoir ce que ça veut dire tantra, ouais. En fait. Et donc c'était un tissage de mots. Donc c'était des traités en fait de mots. Il y en a 112 donc qui parlaient de spiritualité. Mais en fait, le tantra, c'est vraiment un chemin spirituel. Donc c'est quelque chose, on va dire, qui à un moment est transformateur dans notre vie puisque ça amène vers un état entre guillemets d'éveil ou de spiritualité. On devient, alors je dis on devient tantrique, non, parce qu'en fait on l'est tous au départ. Ah d'accord. C'est très caché. Non, en fait c'est pas que c'est caché. Je dirais qu'un enfant, naturellement, quand il naît, il est tantrique. C'est-à-dire qu'il est dans sa nature extatique. Un enfant, comme il n'est pas du tout conditionné, quand il arrive sur Terre, du coup, il s'extasie partout, il suit un papillon, il va tourner et se laisser tomber dans l'herbe. Il a un côté complètement émerveillé de tout ce qui se passe autour de lui et il est dans cet état en fait naturel qui est un état qu'on appelle extatique. Alors qu'est-ce qui se passe pour que l'éducation, le conditionnement, faut pas faire ci, faut pas faire ça. On rentre en fait dans un état sociétaire qui crée que du coup on se coupe de quoi? De notre énergie, de notre vitalité. Parce que l'histoire du tantra, c'est quand même l'histoire de Shiva Shakti aussi. Alors, je ne sais pas, vous avez déjà entendu parler. Shiva, je connais. D'accord, Shakti, c'est le principe féminin. Sur cette représentation, on voit le principe de Shiva et Shakti. Donc, c'est la femme qui est assise en tailleur sur l'homme. Un des couples les plus célèbres dans l'histoire du Tantra qui date du 5e siècle, c'est Padmasambhava et Yasheshodiel, donc qui étaient en fait ce qu'on appelle des êtres illuminés parce qu'ils avaient atteint en fait l'illumination, si on peut parler d'état d'illumination de notre vivant. Et du coup, c'est le principe. C'est vraiment eux qui représentent souvent sur les statues ce principe-là. Alors c'est aussi le yin et le yang, c'est l'ombre et la lumière, c'est le plus, c'est le moins, c'est la dualité en fait, tout simplement. Voilà, le principe féminin-masculin qu'on a tous en nous, c'est-à-dire qu'en toi, même si d'apparence extérieure tu es un homme, tu as aussi une partie dans ta polarité féminine. Et nous les femmes, on a aussi dans notre intérieur une partie masculine. Et on le voit bien aujourd'hui, il y a des femmes qui sont très yang, et il y a des hommes qui sont très yin. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors, c'est quoi dans la pratique, le tantra? Alors, la pratique du tantra, qu'est-ce que c'est? Alors, je dirais que c'est un chemin spirituel qui inclut d'abord le corps et qui permet, à travers l'expérience, de nous connaître. Ok. Donc, c'est vraiment propre à chacun. Parce que l'expérience que tu vas vivre toi ne sera pas forcément la même que je vais vivre moi. Donc souvent on parle d'énergie et de conscience, mais l'énergie, toi comme tu l'aperçois, tu la sens ton énergie. Si tu fermes les yeux et puis que tu te connectes à l'intérieur de ton corps, tu vas sentir plein de choses qui sont en fait ton énergie, ta vitalité. D'accord. Mais la façon dont toi tu vas le sentir, c'est ta façon à toi. Et si tu veux l'expliquer, tu vas l'expliquer d'une certaine façon par rapport à tes sensations. Et moi, par exemple, mes sensations sont différentes. Même si ça reste similaire, je vais l'expliquer avec mes mots à moi. Donc j'ai envie de dire que c'est vraiment, ça passe par l'expérience. Dans le tantra, c'est aussi, il y a l'idée du non-duel. C'est-à-dire que, alors ça c'est toujours un concept un peu difficile à expliquer. Donc on arrive dans un monde duel. Donc moi j'aime bien, je suis assez pragmatique et j'aime bien dire en fait dans le ventre de la mère, on est dans un état de fusion totale en fait. On est vraiment, on n'a rien à faire, on est dans la totalité, on est connecté complètement, on est nourri, logé, blanchi, parce que pas besoin de respirer, pas besoin de manger. Voilà, on est dans un état très particulier, qui est un état donc d'entièreté. Et quand on est, en fait, on est dans un monde dual, puisque tout autour de nous est dual. Et donc, on doit respirer par nous-mêmes, on doit se nourrir, on doit apprendre à marcher. Et du coup, on découvre la dualité. Et moi, j'ai envie de dire que dans le tantra, c'est à un moment donné d'accepter tout ce qui est et de prendre conscience de cette dualité, de mettre en conscience, qu'est-ce qui se passe autour de moi, sans jugement, d'accepter comme c'est pour retrouver cet état d'unité.
Et comment on peut faire pour retrouver cet état d'unité alors? Alors dans la pratique. On va dans la pratique. Ouais, c'est aussi ce qui m'intéresse. Alors là, ça va être difficile en parlant de oui, bien sûr. Il va falloir user de belles images. D'accord. Alors on utilise plein d'outils parce que bon, donc il y a le tantra, on va dire, qui est le tantra traditionnel, avec ces courants donc où en fait les Anglais ont appelé à partir du 19e siècle ces traités-là. Ça a été repris. Alors c'est vrai qu'il y a une connotation, le tantra et la sexualité par exemple, qui est très forte. Si vous tapez sur internet le mot tantra, il y a plein de sites qui vont sortir, porno, etc. Parce que dans ces traités-là, en fait, qui sont des traités sur la spiritualité, il y en a 3 qui parlent de sexualité. Donc il y en a 112 et il y en a 3 qui parlent de sexualité. Ah, je croyais que c'était la majorité, moi. Bah non. Mais c'est intéressant aussi justement de voir pourquoi il y a ça, pourquoi il y a cet effet-là. Parce que on est quand même issu au niveau de l'inconscient collectif d'une tradition judéo-chrétienne qui a été là pendant plus de 2000 ans. Cette tradition judéo-chrétienne, quelque part, tout ce qui est en dessous de la ceinture, c'est pas bien. Et quand on met, donc pour revenir à la conscience et à l'énergie, quand à un moment donné on concentre son attention sur un point, en fait on dit que l'énergie va à cet endroit, c'est-à-dire que tout d'un coup on sent cet endroit. Si dans ton corps, par exemple là maintenant je te demande de mettre tes pieds bien au sol, de te mettre ton dos droit et de relâcher tes mains, puis je vais te demander de te concentrer sur une zone de ton corps, par exemple ton plexus, donc en fait ou juste en dessous du diaphragme, tu vois, et de commencer à, voilà, tu fermes les yeux et d'aller dans cet endroit-là. Alors déjà voilà, naturellement qu'est-ce qui se passe? Tu vas te mettre à respirer un peu plus à cet endroit-là. Donc en fait voilà, tu mets la conscience qui amène ensuite l'énergie dans cet endroit-là. Donc ça, c'est par exemple une pratique de démarrage du tantra. Quand à un moment donné, on coupe une zone où tout ce qui est en dessous de la ceinture, on doit pas, c'est pas bien, c'est sale. En fait, on se coupe de notre vitalité parce que ce qui est en dessous de la ceinture, c'est les 2 premiers centres énergétiques dans notre corps qui sont notre racine et ensuite notre énergie sexuelle. Alors, énergie sexuelle, je préfère dire vitalité parce que ça représente aussi la créativité. Alors, imagine, c'est le 2e centre, le premier, c'est celui qui est entre l'anus et le périnée. Quand on contracte, qu'on serre les fesses ou qu'on se retient pour aller faire pipi, c'est là, c'est le chakra racine, c'est cette zone-là. Et ça, c'est vraiment ce qui nourrit, c'est nourri par la terre, par les énergies telluriques, c'est aussi notre place, comme on arrive sur terre, c'est tout le nourrissement en fait dont on a besoin pour évoluer. Et ensuite le 2e, c'est là toute la partie génitale, ça crée un univers puisque ça crée des enfants. Donc c'est une énergie très puissante. Et pour moi c'est une énergie vraiment de créativité. C'est-à-dire qu'on peut en effet à travers l'orgasme, à travers notre sexualité, créer un enfant, mais on peut aussi créer notre vie, on peut créer tout ce qu'on veut. C'est la puissance d'une bombe atomique qu'on a. Du plaisir aussi. Exactement, mais du plaisir à partir du moment où on laisse aller les conditionnements, parce que c'est du déconditionnement. Les tantras, c'est des rebelles. Les tantrikas, c'est vraiment des rebelles. D'accord. À la base, alors je vais reprendre mes notes, parce que il y avait une pratique, et du coup c'est les mots en sanskrit, mais dont je voulais vous parler. C'est une pratique qui était dans la voie de Vagma Marga, c'est la voie de la main gauche, et donc c'était un courant traditionnel du tantrisme qui pratiquait cette pratique qui s'appelait les 5 M. Alors les 5 M, il faut savoir que c'était en Inde et qu'à l'époque, il y a le système, enfin à l'époque même toujours, il y a le système des castes. Donc du coup, le rituel de Pachakara, c'est les 5 M en sanskrit et c'est une cérémonie qui est conçue en fait comme un rituel de transgression. Donc transgression par rapport à ce qui est établi sociétairement parlant. Du coup, il y a le mudra qui signifie le gras en fait, qui est relié à l'élémentaire. Il y a Matsaya qui symbolise le poisson, qui est relié à Apas, c'est l'élément eau. T'as Mamsa qui symbolise la chair, qui est reliée donc à Agni ou à l'élément feu. T'as Madira qui symbolise le vin ou l'alcool et qui est relié à Vayu, qui est l'élément air. Et il y a Maituna qui symbolise la sexualité et qui est relié à Akasha, qui est l'élément éther et qui nous relie au divin et à la transcendance. Donc c'est un rituel où les gens se préparaient, alors je sais plus si c'est 9 ou 10 ans pour arriver à ce rituel-là. Et en effet, il y avait une partie de sexualité pour la transgression et pour pouvoir justement passer, il n'y a plus aucun jugement. En fait, on accepte tout ce qui est et pour transcender en fait la sexualité. Alors il y a eu après un énorme courant qui est arrivé dans les années 60 avec Osho qui a créé
créé le néo-tantra. Donc c'est la partie moderne. Et en fait, les gens ont tellement été réprimés dans le fait qu'il fallait pas aller en dessous de la ceinture que quand il y a eu l'explosion... Ils se sont lâchés. Ah bah non, mais dans les hippies, avec, dans les années 70, et que Osho, c'était un rebelle qui disait « Mais allez-y, faites l'amour, parce que si vous voulez transcender le sexe, bah, il faut le vivre, il faut pas le réprimer. » Et sur le fond, il a raison, parce que quand à un moment donné, on met notre attention sur quelque chose, c'est-à-dire par exemple, vous allez faire un massage. Et un massage, on va jamais toucher les parties génitales. Donc à un moment, bah, toute votre énergie, elle va être complètement concentrée au niveau de votre sexe parce qu'il est jamais inclus. Alors que si dans un massage, on inclut les parties génitales, par exemple, bah, du coup, on n'y pense plus, il n'y a plus de tension. Quand on parle des massages thaïlandais, le happy end à la fin inclut les parties génitales. C'est pas une stimulation. En fait, souvent les gens ils confondent ça. Pour moi, quand les gens me disent qu'est-ce que c'est un massage tantrique, je dis je sais pas ce que c'est qu'un massage tantrique personnellement. Mais ce que je sais, c'est qu'un massage à un moment donné, pour détendre complètement un corps, il faut pouvoir en fait diffuser l'énergie dans tout le corps. Et diffuser l'énergie dans tout le corps, ça veut dire aussi inclure les parties génitales, parce que si on les évite, en fait, on crée de la tension dans cet endroit-là. Et ce qu'on veut, c'est pouvoir détendre au maximum le corps, parce que votre corps, c'est un univers. Il est magnifique. C'est un univers à part entière. On voit aujourd'hui dans le quantique que voilà, le microcosme, le macrocosme, qu'on est tous connectés, on est tous reliés. Et du coup, quand on arrive à se connecter à notre univers intérieur et à le détendre, on peut accueillir à ce moment-là l'état d'extase et du coup, bah, même le plaisir, mais le plaisir pas seulement dans une zone. Le plaisir, il peut aller dans tout votre corps. Et le chemin du tantrisme, c'est ça aussi. C'est retrouver en fait la possibilité de laisser aller les tensions, de déconditionner en fait les endroits où on a bloqué notre énergie avec les conditionnements de notre enfance, de notre éducation, pour pouvoir retrouver un état de plaisir et d'extase constant. Donc le tantrika, en fait, il peut avoir un orgasme énergétique en regardant un coucher de soleil ou en respirant. Oui, j'ai lu ça et c'est très étonnant. Je me suis posé plein de questions. Je me dis comment on peut avoir un orgasme en regardant un coucher de soleil ou sans se toucher. Comment ça peut être possible? Dans quel état il faut être? Bah, le plus décontracté possible déjà, avoir le moins de tension possible. L'énergie, elle est donc ce principe d'énergie, de vitalité. Je compare souvent dans mes sensations, dans ce que j'ai pu vivre dans mon expérience, comme en fait un arbre. Et on le voit aussi dans le yoga ou dans d'autres pratiques, hein, bien évidemment, où on a chez les Indiens ce qu'ils appellent Inga, Pingala et Shushuma, en fait, la colonne vertébrale, on l'identifie comme un serpent qui se déploie. Et cette énergie, donc, elle part de la base du sacrum et elle va remonter en fait jusqu'en haut de la colonne vertébrale. Et du coup, c'est des petits canaux énergétiques qui s'ouvrent en forme de kundalini, là ce qu'on appelle la kundalini. C'est ce qu'on voit sur les pare-brises des médecins ou des infirmières. Donc c'est quelque chose qui est connu depuis la nuit des temps, c'est pas nouveau, hein. Je veux dire, les traditions anciennes, les cultures anciennes connaissaient déjà ces techniques et les utilisaient. Donc on va stimuler en fait la zone, ça démarre du bassin. Donc on va travailler avec la stimulation du bassin pour le relâcher, pour le détendre, pour le mettre en mouvement. Par des caresses, par de la respiration? Non, on va travailler, nous, alors moi, l'école dont je fais partie, c'est l'école du Sky Dancing Tantra. Donc c'est une école qui a été créée on va faire les 30 ans là, du Sky. Donc là, j'ai amené un livre de Margot Anand. Alors Margot, c'est vraiment la personne qui est la plus vieille enseignante, entre guillemets, qui a créé la plus vieille école de Tantra, avec 8 instituts dans le monde entier, hein. Il y en a aux États-Unis. Bon, aujourd'hui, il n'y en a plus 8, mais il y en a encore. Il y a un institut en Allemagne, en Suisse allemande, en France, il y a l'institut américain. Donc Margot, elle a écrit plein de bouquins qui sont vendus à la Fnac, à millions d'exemplaires. Donc là, c'est l'art de l'extase au quotidien. Donc il y a plein. C'est un livre de référence? Oui, non, il est très bien celui-là parce qu'il y a plein de, il y a plein de petites choses qu'on peut faire au quotidien, pratiques. Pour soi, d'abord, seul. On peut faire du tantra tout seul? Bien sûr. Ah bon? Mais même on commence tout seul. D'accord. Et après, l'autre en fait va être un soutien, un support, un miroir en fait pour aller dans l'énergie. C'est-à-dire que si je peux commencer une pratique moi seule et on utilise ce qu'on appelle les 3 clés. Donc les 3 clés, c'est le son, le souffle et le mouvement. Parce qu'en fait, quand on bouge, on est vivant. Quand on respire, on est vivant. Et quand on fait du son, on est vivant. Donc quand on met les 3 ensemble et qu'on met la conscience dessus, du coup, on peut libérer plein de choses. Donc ça passe d'abord par une pratique un peu active où on peut vraiment transpirer beaucoup, bouger, danser, pour délier en fait le corps, pour activer l'énergie, pour réveiller, on va dire, notre énergie vitale. Donc il faut faire bouger le bassin, il faut le mettre en mouvement, il faut vraiment respirer.
faut aller avec le mouvement du bassin, la respiration, et ensuite on laisse le son aller. Donc on va avoir des mouvements qu'on appelle la base de la vague, où on va du coup vraiment activer ce bassin, parce que c'est ce qui va réveiller à la fois l'excitation et la vitalité. Et une fois qu'on a réveillé ça, c'est là où ça peut monter dans notre système, donc comme la sève d'un arbre qui va irriguer jusqu'en haut, et ça peut du coup se diffuser dans tout notre corps, voire même au-delà, quoi. Et ça a les mêmes effets sur un homme que sur une femme? Après, c'est chacun sans sa propre vie, sa propre expérience, mais les états d'extase, j'ai envie de dire que l'homme est aussi multi-orgasmique que la femme. Le fait que l'homme pense qu'il soit pas multi-orgasmique, c'est une fausse croyance. Ouais. Ça fait partie du déconditionnement. D'accord. Donc voilà, dans cette école en tout cas, ou à travers les formations qu'on propose, c'est une voie qui va déconditionner pas mal de choses. Donc il faut être prêt aussi à ça, c'est-à-dire que souvent on dit ah ouais génial, ça va être extatique et tout. Et je dirais que le tantra n'est pas une voie facile, parce qu'en général ça va mettre directement le doigt là où ça fait mal. C'est-à-dire que l'énergie elle peut pas circuler si elle est bloquée à un endroit. Donc il va d'abord falloir aller voir ce qui bloque, le nettoyer, le libérer pour pouvoir ensuite... Puis je pense qu'il faut être très à l'aise avec son corps, ça peut être un blocage ça. Pas du tout. Non. En fait il y a des gens justement qui ont beaucoup de problèmes. Alors bon, vient dans les formations des personnes qui sont dans une recherche spirituelle, d'autres qui ont des difficultés dans leur couple par exemple et qui veulent retrouver une fluidité ou se donner un second souffle, d'autres qui viennent, ils sont au démarrage de leur histoire et puis ils ont envie d'aller vers la spiritualité. Donc on a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui viennent pour se construire sur de bonnes bases. Et après il y a des gens qui ont, alors on peut avoir des gens qui ont des problèmes d'éjaculation précoce ou qui disent moi j'ai jamais senti le plaisir, jamais eu d'orgasme. Il y a vraiment toutes les horizons qui viennent. Après, il y a toujours aussi une partie de personnes qui pensent que ça va être un truc sexuel. Alors, nous, on parle d'énergie sexuelle et en fait, il n'y a aucun passage à l'acte dans une salle de groupe. Donc ça, c'est un cadre qui est bien défini. Et pour moi, le tantra, ce que ça m'a appris et ce que j'aime dans cette pratique, c'est que la première chose que ça m'a fait faire, c'est de poser mes limites. C'est une forme de respect envers soi-même? Voilà, tout à fait. C'est-à-dire de reprendre son corps, en fait, le corps devient un temple. C'est quelque chose qui est sacré, en fait. Donc même dans l'acte sexuel, le tantrika, en fait, il va l'utiliser comme une porte vers vraiment la spiritualité. Donc pour transcender, en fait, on part de l'acte sexuel pour que l'énergie la faire monter à deux vers quelque chose où il n'y a plus de dualité. Donc pour retourner dans l'unité du tout. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une voie directe aussi qui amène vers la spiritualité. Moi je me souviens quand j'avais fait une séance d'écriture automatique il y a très longtemps et on avait posé une question à nos guides ou à des défunts et on leur avait demandé est-ce qu'ils faisaient l'amour là-haut. Ils disaient non, on ne fait pas l'amour mais on se met en fusion. Ouais. Et quand j'ai lu un petit peu ce qui se passait dans le tantra, j'ai l'impression qu'ils parlent de ça. C'est assez mystérieux et ça donne envie de tester évidemment. Et ça c'est très juste selon ce que je dis. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas besoin parce qu'ils sont quand on est dans l'énergie qui a plus de, on n'est plus dans la dualité, donc on n'a plus de corps, on n'a plus rien, on est vraiment dans la totalité. Du coup c'est comme si on était dans un état d'extase permanent. Moi dans ma croyance je me dis que le jour de ma mort sera le plus beau jour de ma vie. Ce sera le plus bel orgasme de mon vivant. Mais bon c'est ma croyance à moi. Peut-être. Ça n'engage que moi. Je disais ça il y a longtemps. Ça fait longtemps que j'avais pas dit ça. Non, mais par contre, c'est vrai qu'au niveau des sensations, moi en tout cas, ce que je peux dire sur mon expérience personnelle, maintenant ça fait plus de 12 ans que je suis dans cette voie-là, c'est que ça m'a ramené une connexion à mon corps, parce que je me rendais compte qu'il y avait des endroits où j'étais pas connectée, où j'avais pas conscience. Ça m'a amené de la fluidité aussi, de délier des pratiques régulières. Donc je me suis mis à faire maintenant plus de yoga, enfin je médite tous les jours et du coup ces pratiques-là sont un soutien, un support pour mon énergie, pour me sentir bien. Dans ma relation aussi à l'autre, la conscience de ce qui se passe autour de moi, et ça apprend aussi à s'observer tout d'un coup, tiens, comment on fonctionne, qui on est, comment c'est à l'intérieur de nous. Et le plus beau cadeau que m'a fait le tantra, c'est vraiment cette histoire de limite, parce que je me suis rendu compte que quand j'ai commencé, finalement, mes limites, je réalisais, j'avais pas conscience de mes limites. Et puis, des fois, j'imaginais que moi, ma limite, elle était là, donc dans ma tête,
ma limite elle est là, sauf que dans mon corps en fait elle est là. Alors le problème c'est que entre ça et ça, quand vous êtes dans cette phase-là, vous êtes déjà hyper activé. Donc quand vous arrivez là où vous pensez qu'elle est votre limite, comme vous n'avez pas écouté votre corps, finalement c'est l'horreur quoi. Ça peut être l'inverse aussi. Alors ça peut être l'inverse, mais l'inverse est plus rare parce que souvent si vous pensez que dans votre corps elle est là, alors ça arrive dans le sport, on peut le voir dans l'inverse, c'est-à-dire qu'on pense mentalement que notre limite physique elle est là, puis en fait on va aller ce qu'on appelle dépasser nos limites parce que finalement le corps, il y a une abondance dont on n'est pas conscient au niveau de l'énergie et quand on sait comment la canaliser, j'ai envie de dire c'est intarissable. Donc c'est ce qu'on appelle une conscience limitante, enfin une croyance limitante au niveau de la limite physique. Mais moi j'aime plus l'inverse, dans le sens où des fois je préfère je préfère que les gens tout d'un coup reconnectent vraiment à leur corps. Et en fait dans le sport, si on est vraiment à l'écoute de notre corps, on se rend compte que la limite elle n'est pas là où on pensait. Donc pour moi c'est aussi, voilà, je dis toujours que le corps c'est mon meilleur baromètre, parce que c'est lui qui va me dire oui, c'est lui qui va me dire non. Alors un exemple pour les couples, qui est quelque chose de sympa. Moi, il y a deux choses que je propose souvent, parce que là, c'est une émission que vous avez passée, je pense, pour la Saint-Valentin. Donc, il y a une chose, en fait, qu'on met en pratique, c'est qu'on ritualise, en fait, le moment à deux. Donc, en fait, le tantra, c'est aussi une voie où il y a beaucoup de rituels, et on redonne un caractère sacré à ça. Alors, je dis souvent au couple, c'est vrai que quand on reçoit du monde, on fait une belle table, on prépare des bons petits plats et tout, parce qu'on est content de recevoir nos amis, et du coup on va se mettre en cadre pour tout faire, et puis quand on va faire l'amour, on est dans un automatisme où on prépare rien, etc. Et j'ai envie de dire, prenez rendez-vous pour la Saint-Valentin, faites garder les enfants si vous avez des enfants, organisez-vous, et puis faites-vous, vous créez un rituel pour ce moment à deux. Allez, une petite bougie, mettre des petites fleurs, des petites odeurs, préparer un petit cadeau pour votre chéri que vous cachez, puis rencontrez-vous vraiment dans un moment en fait un peu sacré, c'est-à-dire de se connecter à qui je suis d'abord, peut-être un namasté pour commencer une pratique, échanger un massage, ce qui vous permet d'aller dans la détente, de permettre à votre corps de laisser les tensions de la journée disparaître, et vous verrez que si vous faites ça, les qualités de corps en fait que vous allez retrouver dans l'acte amoureux, dans la relation, en fait elles sont plus du tout les mêmes. Du coup là on va vers cet état de fusion. D'accord, et c'est pas la peine de se mettre dans un état modifié de conscience. Mais j'ai envie de dire que déjà quand on fait l'amour, ça peut se modifier assez vite. C'est clair. Mais si en plus on respire, qu'on laisse aller le mouvement, qu'on met du son, qu'on respecte aussi son rythme. La femme, elle peut guider l'homme peut guider la femme, de se regarder, de pas fermer les yeux, d'être présent à l'autre, de dire ce dont on a envie. Parler, c'est hyper important de communiquer. Parce qu'en fait, moi, si par exemple demain je suis en couple, toi, tu sais pas ce dont j'ai envie si je te le dis pas. Donc on imagine que la femme, elle est compliquée, mais si à un moment donné, la femme, elle dit ce dont elle a envie, ça devient simple. Mais l'homme aussi. L'homme, s'il dit ce qu'il aime, chérie, j'ai envie que tu me fasses ça, j'ai envie que tu me caresses là, j'ai envie que tu me masses là, plus fort, moins fort, plus doucement, lentement, et de jouer aussi avec les rythmes. Parce que par exemple, un massage, ça peut être énergétique, on peut travailler les qualités de la terre en mettant le poids, on peut travailler les qualités de l'air et la légèreté en faisant vraiment avec même une plume, des petites caresses, comme l'air, elle circule. L'eau, c'est fluide, ça englobe tout le corps. On peut jouer avec plein de choses. Il y a des massages spéciaux dans le tantra? Il y en a plein. Ouais. C'est qu'avec les plumes, tout ça? Alors ça, c'est un exemple. Moi, j'avoue que les plumes, je suis pas fan. Je trouve que déjà, dans le toucher, en fait, il suffit juste d'effleurer. L'effleurement, ça donne cette qualité de légèreté de l'air. Mais mettez votre créativité en route. Il n'y a pas besoin d'aller, des fois, dire il me faut telle chose. En fait, juste avec l'outil qu'on a, notre corps, on peut tout faire. Et un massage, quand on va dans les qualités des éléments, par exemple, c'est intéressant. La terre, c'est profond. On va aller loin dans le fascia, dans les muscles. On va essayer d'aller toucher les os. On va mettre le poids de notre corps. Et là, c'est vraiment, je suis là, je suis présent, je suis dans mon corps, je suis présent à toi, je suis connecté à toi, je suis avec toi. Voilà, il y a un côté
Ça, c'est toi. Après, si on va donc dans l'eau, elle s'arrête jamais, elle est fluide. Donc, c'est vraiment là, tout le corps, on va aller de la tête aux pieds, on va remonter, on va aller partout. Et ça ne s'arrête jamais. C'est un mouvement continu. Donc, ça peut être très drôle hein, de jouer avec ça. Après, l'air, du coup, ça peut être petites chatouilles, les petites caresses. Il y a la tornade. Voilà, on peut jouer avec plein de choses et on peut être créatif dans ça. Et laissez venir. Faites-vous plaisir. L'essentiel, c'est de garder cette notion de plaisir et pas se mettre oh là là, faut que ça soit parfait. Mais non, la perfection, c'est parfait tel que c'est. Il n'y a pas besoin de mettre de jugement. Et dans le tantra, c'est ça, il n'y a pas de jugement dans ce qui est. On accepte tel que c'est. On se plante, c'est pas grave, on recommence. Mais toujours dans le respect. Voilà. Et l'autre peut dire, voilà, plus fort, moins fort, j'adore celui-là, reviens sur l'air, ou reviens sur l'eau, ou reviens sur le feu. Donc le feu, c'est on tape, on peut jouer avec des rythmes différents, enfin voilà. Ça, c'est un exemple. Après, un qui est chouette aussi, c'est... moi, j'aime beaucoup cette proposition, parce que du coup, elle fait aller chercher vraiment quelque chose de profond dans ce dont on a besoin. C'est que moi, j'aime bien inviter, quand on fait un échange de massage, que celui qui est massé exprime ce qu'il veut. Et du coup, ça permet quoi? Ça permet, on peut exprimer par la parole en disant j'ai envie que tu masses là, comme ci, plus fort, etc. Mais on peut exprimer avec le corps. Tout d'un coup, s'il y a une épaule qui se tend, là, peut-être que l'autre, c'est une invitation à venir masser l'épaule, le bras. Et puis, j'aime bien dire que celui qui masse, s'il n'y a pas d'info, il fait rien. Donc si la personne ne dit rien, elle fait rien. Et ça montre aussi à la personne qui reçoit qu'elle peut être active dans le fait de recevoir. Et que la personne qui donne, elle peut être réceptive. Donc on va de nouveau jouer dans ces dualités. Du yin, du yang, du plus, du moins, de faire, donc de la conscience et l'énergie. On parle souvent de méditation dans le tantra. Est-ce qu'on se met dans un état méditatif pour faire l'amour? Ou ce que vous dites, ça peut arriver à des couples qui ne pratiquent pas le tantra. Ça arrive de faire des jeux sexuels, etc. Mais là, c'est des jeux de massage au départ. Ah, des jeux de massage. Est-ce qu'ils durent longtemps, ces jeux de massage? Toute la nuit. Toute la nuit. Soyons fous. Mais en fait, quand on amène l'énergie, le côté je suis fatiguée, j'ai une grosse journée et tout, quand à un moment donné, on réveille notre vitalité, je veux dire, l'énergie, elle est, elle est partout. Donc on n'est plus fatigué. Moi, ça m'est arrivé de rentrer dans une pratique une fois en me disant allez, je vais prendre 3 heures parce que je savais, je voulais vraiment faire la salutation du cœur au début, préparation de l'espace sacré, ce que je veux. Donc un truc qui est sympa dans le tantra qu'on met souvent en démarrant. Donc quand on a préparé l'espace, qu'on a mis les petites bougies, etc., on s'assoit face à face. On se fait une salutation du cœur. Donc la salutation du cœur, c'est une belle pratique que Margot, elle a amenée en fait. Mais on peut la faire, tiens, allez. Faisons-la. Alors la salutation du cœur, donc on pointe ses mains sur le cœur, et puis on va venir se connecter à l'énergie de la Terre. D'accord. Voilà, donc là en fait on visualise qu'on est connecté à l'énergie de la Terre. Et on va inspirer cette énergie donc de notre racine, donc de la terre en passant par nos pieds, en passant par notre périnée, jusque dans notre cœur. Donc on va faire sur une inspiration, on inspire jusqu'au cœur. Ensuite, sur une expiration, normalement, on doit joindre notre troisième œil. Alors, c'est le front, notre front doit se toucher. On est un peu loin là, pour le coup, mais du coup, on peut se regarder. Voilà, donc là, on expire, on connecte le troisième œil. Ensuite, on va réinspirer du front jusqu'au cœur et du cœur jusqu'à la terre. Et on va le refaire maintenant à notre rythme, ensemble, avec moins de paroles. Voilà, et juste... J'ai envie de t'inviter à observer ce qui se passe en toi. Alors, on y va. C'est peut-être pas les conditions optimales, mais bon. Non, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est le contact visuel. Voilà. Alors, dis-moi ce que tu ressens. Alors, je ressens un bien-être quand même. Je me dis que si ça continuait comme ça, on pourrait continuer longtemps comme ça, en fait, ça serait de plus en plus fort. Voilà, c'est juste un hors-d'œuvre, on va dire. En fait, c'est une façon d'ouvrir en fait une pratique tantrique. Alors, on s'ouvre à la personne. Voilà, puis on se connecte. Alors quand je te dis le regard, c'est important parce qu'en fait, nos troisième œils, là, ils se touchent pas parce qu'on est loin, mais ils sont quand même connectés. Le regard, en fait, permet cette connexion aussi. Et dans le tantra, on utilise beaucoup le regard parce que souvent, on est conditionné à pas regarder, à pas voir, ou des fois on est gêné, mais du coup oui, j'ai eu un petit peu de gêne aussi. Oui, on peut être gêné,
Et en fait, c'est une question de présence. Tu es gêné par quelque chose qui n'est pas dans ton habitude. Peut-être par timidité ou par timidité. Culturellement, des fois, c'est de regarder quelqu'un en face, surtout quand on parle de tantra, c'est peut-être un blocage quelque part. Mais en fait, le regard, on dit que c'est vraiment le miroir de l'âme. Et c'est ce qui connecte aussi au cœur. Donc c'est vrai que ça peut être gênant à un moment donné d'être connecté au cœur. On n'a pas l'habitude de se connecter au cœur dans la rue, tous les jours, avec tout le monde qui nous entoure. Justement, est-ce qu'on peut pratiquer le tantra si on n'est pas amoureux de la personne? Bien sûr. Voilà. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de dualité, on peut le faire avec n'importe qui. Toute personne est capable en fait d'être le miroir de l'autre. Et en fait, dans cette pratique aussi de la salutation du cœur, c'est quelque part reconnaître, donc c'est se connecter l'un à l'autre, c'est se connecter à soi, parce que ça nous raligne aussi, ça nous pose, ça nous met dans le présent. Et puis c'est aussi reconnaître l'autre comme le miroir de moi-même, ou reconnaître le divin qui est en toi. Donc on peut aussi dire une phrase de cet ordre-là, j'accueille le divin qui est en toi, comme le miroir de moi-même. Voilà, ça peut être une petite phrase qui peut être mise. Alors celle-là, elle est un peu, avec des grands mots, mais voilà, dans une soirée Saint-Valentin, chérie, je suis contente de passer ce moment-là complètement avec toi, quoi. Voilà, tout simplement. Mettez vos mots à vous, mais c'est reconnaître ce qui est là et d'aller dans cette présence. Et à un bout d'un moment, il faut ouvrir le Kama Sutra. Sinon, moi, dans l'enseignement que je fais dans notre école, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas de passage à l'acte. C'est-à-dire qu'on donne tous les outils pour qu'ensuite vous, dans votre couple, dans votre quotidien, vous puissiez pratiquer avec ces outils-là. J'ai toujours le tantra, on vous donne une boîte à outils, après vous êtes libre de vous en servir ou pas. Mais nous, on vous les donne et on vous montre comment les utiliser et on vous explique ce que ça apporte. Parce que si vous commencez par exemple une salutation du cœur, hop, vous vous alignez, vous vous centrez, vous êtes présent à l'autre. Et après, vous allez créer un espace sacré. Alors l'espace sacré, c'est quoi? C'est je vais enlever tout ce que je veux pas soi. J'ai pas envie des caméras et je les jette. J'ai pas envie du téléphone, j'ai pas envie des enfants, j'ai pas envie des problèmes du quotidien. Et vous nommez tout ce qui vous empêche d'être là. Et vous jetez à chaque fois. Et chacun va nommer l'un après l'autre ce qu'on jette. Jette les tensions, jette ma fatigue, je jette les beaux-parents, je jette mon patron, je jette tout ce qui... Ma copine. Ouais, non, mais... Il n'y a pas de jugement, on fait ce qu'on veut. La peur de mal faire. On n'est pas dans la performance là. Non, pas du tout. On est vraiment dans ce qui est. Et puis plus on lâche cette idée de performance, plus du coup on peut se détendre. Parce que ce qu'on cherche, c'est la détente. Parce que si vous voulez être multi-orgasmique et si vous voulez avoir un orgasme qui est jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des oreilles, jusqu'au bout des cheveux, il ne faut pas de contraction. Il faut au contraire se détendre. Donc on va justement chercher comment détendre au maximum. Donc après, par contre, on peut amener ce dont on a envie. J'ai envie d'amener de la douceur, j'ai envie d'amener de la joie, de l'humour, de l'énergie, du partage, de la connexion. Vous mettez tout ce que vous voulez là dans cet espace pour partager ce moment. Vous sacralisez cet instant. Vous devenez totalement présent à ce qui est. Et c'est un moment en fait que vous vous offrez à deux. D'accord. Mais est-ce que obligatoirement, ça se finit par un acte sexuel avec pénétration? Enfin, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Ça peut être juste d'un échange de massage. En fait, vous êtes là, il y en a un qui fait un massage, puis après, c'est l'autre qui reçoit. Vous pouvez décider. Vous avez envie de faire l'amour, après, faites l'amour. Vous n'avez pas envie, le faites pas. Allez vraiment. Ça doit être dans quand ce qui même vous fait extrêmement du bien. frustrant, non? Jouer dans le stage, j'en parle pas, ça doit être très frustrant. Après, en fait, quand vous êtes sorti de la salle de groupe, vous pouvez aller dans votre chambre et faire ce que vous voulez. Vous pouvez recommencer tout à zéro, remettre toute l'énergie en route et puis faire l'amour comme toute la nuit si vous le souhaitez. Non, nous quand on donne en fait cet espace, en fait finalement quand vous faites masser, que vous rentrez vraiment dans la détente et que vous commencez à faire circuler votre énergie, j'ai envie de dire on a moins le focus sur ça. D'accord. Voilà. Par contre, si ça vient, c'est bienvenu. Donc si vous le faites pour la Saint-Valentin et que vous réservez en fait ce moment-là pour vous, et vous commencez le massage, vous avez envie de faire l'amour, faites l'amour puis reprenez le massage après. Tout est comme possible. on est multi-orgasmique, après on peut refaire l'amour, etc. Et puis on sera détendu. Puis si on a une tension sur le fait de faire l'amour, tu commences le massage, tu sens que la tension elle est là, hop, tu fais un peu l'amour, puis tu reprends le massage, puis peut-être qu'après tu vas refaire encore un peu l'amour, et puis ça peut durer toute la nuit, et c'est merveilleux. Et puis il n'y a pas de ça doit être comme ci ou ça doit être comme ça. On va vraiment avec ce qui est. C'est ça la non-dualité aussi, pas de jugement, on accepte ce qui est là, et on va avec ce qui est là. Et c'est un partage entre nous. Et on finit du coup cette pratique de nouveau par la salutation du cœur. Ah d'accord. Et c'est important parce que c'est comme si à un moment
moment donné, on disait, voilà, je prends la responsabilité sur moi-même à travers ça. Donc j'ouvre cette pratique, je ferme cette pratique. Donc c'est vraiment, on sacralise cet instant qu'on partage. Et moi, j'aime bien dire aussi qu'avant cette salutation, il n'y a rien. Qu'après cette salutation, il n'y a rien, et qu'entre les deux, il y a l'expérience. Donc c'est toujours en fait une notion d'expérience. Voilà, qu'est-ce que je vais vivre? Et on ne sait pas. Et après, est-ce qu'on peut se passer de faire l'amour de façon tantrique? Alors, ça c'est une bonne question. J'avoue que quand on a goûté en fait à toutes les subtilités du tantrika, c'est difficile de revenir sur du basique. Ça c'est mon expérience personnelle, mais ça reste mon expérience personnelle. Et bon, ça m'arrive parce que moi je suis enseignante dans l'école où j'exerce. Donc je suis enseignante du Skydancing Tantra. C'est une école où du coup il y a quand même une éthique justement, puisque c'est un chemin spirituel et qui a aussi cette connotation qui a été on a beaucoup utilisé le tantra en fait pour détourner une forme de prostitution dans certains pays, c'est de façon encore très très forte. Donc nous c'est vraiment une voie spirituelle qui passe par le corps, certes, mais donc on a une éthique qui est, on va dire, très... Il vaut mieux. Voilà, qui est très carré. Donc bien sûr, en tant qu'enseignante, je n'ai pas le droit d'avoir quelque chose avec mes assistants, ni avec, bien sûr, mes participants, encore moins. Et puis si j'ai quelque chose avec mon co-animateur, il faut que ça soit nommé au groupe. Donc c'est vraiment très clair, quoi. Donc j'ai envie de dire que je suis dans une niche où des fois c'est pas très facile parce que les gens potentiellement qui sont des bons tantrikas que je vois devant moi, je peux pas y toucher. Chasse gardée. Non, j'ai pas le droit, je suis la teacher, enfin je suis le prof, donc on ne touche pas. Et puis du coup dans le quotidien, quand ça m'arrive, voilà, si je rencontre quelqu'un avec qui je décide de partager mon intimité, je vois qu'à un moment ça bloque un peu parce que la personne ou elle regarde pas, ou elle sait pas comment faire circuler son énergie, ou elle respire pas. Donc je suis là, vas-y, respire, diffuse. Ah ouais, mais s'il faut faire donner des cours en même temps. Donc il y a un côté pour moi des fois qui peut être un peu, voilà, ça m'est arrivé, où à un moment donné je me suis dit, attends, là je suis de nouveau en train d'être dans le rôle de l'enseignante, mais en même temps je sentais que mon énergie, moi, elle circulait, ça bougeait, puis à un moment donné j'ai dit, mais il me manque quelque chose, parce que l'autre quand même, à un moment donné, si lui aussi fait circuler, on arrive dans cet état de fusion. C'est ça. Et à un moment donné, quand on y a goûté, on a envie d'y retourner. Ah, je me doute bien. Voilà, on devient un petit peu addict de ça, parce que c'est tellement bon que... J'en suis sûre. Donc pour répondre à la question, c'est un peu difficile après. Ah, d'accord. Les gens des fois ils me disent, ça t'a apporté quoi le tantra? Je dis en fait c'est comme si tu passais de la télé noir et blanc où tu as 3 chaînes et tu appuies sur les boutons à le grand écran géant en 3D avec 15 000 chaînes, quoi. Donc c'est sûr que tu as du mal à retourner au noir et blanc après. Là, vous enseignez aussi un tantra dans l'eau. Alors oui, mais alors ça c'est autre chose. C'est autre chose, on va dire que c'est très lié. Moi, si vous voulez, en fait j'ai découvert il y a 25 ans par hasard, même si on peut dire qu'il existe le hasard, quelle synchronicité, on va dire ça comme ça. J'ai découvert, j'habitais à l'étranger, donc j'étais en Amérique latine, et puis il y avait un couple, donc un homme et une femme, qui proposaient en fait du Watsu, le Tansu c'est sur terre, donc du Watsu, et c'est une technique aquatique. Et ils demandaient qui veut essayer, et du coup je me suis retrouvée pendant une demi-heure à être modèle en fait pour qu'ils montrent quelle était cette technique. Moi j'étais quelqu'un à l'époque qui faisait énormément de plongées, qui descendait à 25 mètres. Je faisais aussi beaucoup de plongées bouteilles, donc j'étais très à l'aise dans l'eau. Donc ils ont vu en plus que voilà, j'avais une facilité dans l'eau, donc ils se sont vraiment fait plaisir entre guillemets avec moi dans le sens où j'ai complètement lâché tout de suite. Et c'était l'énergie d'un homme et l'énergie d'une femme. Donc voilà, le côté yin-yang, Shiva, Shakti. Et je dis, j'ai découvert en fait l'eau et le tantra en même temps. Et ça a été explosif pour moi parce que du coup, il y a quelque chose qui s'est passé dans mon corps qui a fait que j'ai dit, mais waouh, c'est quoi là? Je pouvais plus parler, je pouvais plus bouger après. Mais le principe, c'est quoi là? Là, en fait, c'est que j'ai été touchée à un état d'unicité que j'avais jamais. J'avais 24 ans, j'avais envie de méditer. Mais quoi, c'est de la méditation dans l'eau? Alors, c'est faire l'amour dans l'eau? Non, là, c'était juste l'énergie de l'homme et de la femme qui faisait que dans la technique de l'aquatique, et du coup moi ça a changé ma vie. J'ai plongé donc dans l'expérience de l'eau, donc je suis devenue praticienne Watsu, praticienne Healing Dance. J'enseigne aujourd'hui ces techniques aussi qui s'appellent le Healing Dance, donc je suis la première enseignante en France de cette technique. Et puis d'un autre côté j'ai dit mais le tantra il y a quelque chose, et donc j'ai plongé aussi dans le tantra. Donc pour moi c'était à la fois 2 univers différents
mais qui étaient vraiment similaires. C'est-à-dire quand j'avançais, quand je faisais un stage par exemple dans l'eau, et ben ça me donnait une meilleure compréhension de mon corps ou une meilleure compréhension dans le tantra. Puis je faisais un stage dans le tantra, puis du coup, hop, ça m'a amené une autre qualité de conscience dans l'eau, plus de présence, plus d'écoute. Donc du coup, je faisais je faisais comme ça. Et à un moment donné, quand je suis arrivée en haut, j'ai dit mais je vais marier mes deux amours. Et j'ai créé l'Aquatantra il y a 5 ans. C'est une création pure, ça n'existe pas. Ça n'existait pas ça du existe tout. Non, ça existe maintenant. Alors il y avait des personnes qui avaient déjà eu l'idée de faire du tantra dans l'eau. J'ai envie de dire que même la technique aquatique en elle-même, si je prends le healing dance, je dis toujours c'est la technique la plus tantrique parce que de l'univers de l'eau, parce qu'elle utilise la caresse constante de l'eau. Il y a un mouvement constant en fait qu'on crée et la personne qui reçoit, elle a toujours ce mouvement de la caresse dans l'eau. Donc on va utiliser les sens parce que dans le tantra aussi, comme on utilise beaucoup le corps, on utilise tous les sens. Donc on va utiliser l'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher. Et donc dans l'eau, en fait, il y a aussi ce multisensoriel qui est amené aussi par la qualité de l'eau. Parce que l'eau, elle va toucher le corps tout le temps et elle va aller partout. Donc pour moi, voilà, il y a vraiment c'est la même chose quelque part, c'est la même énergie. Dans l'eau, je peux me sentir vraiment dans l'unité. L'eau elle-même, en tant qu'élément, elle m'aide à aller plus dans l'unité de moi-même. Et on est fait à 90% d'eau. Donc après, ce qui est intéressant, voilà, c'est que du coup, de jouer avec, de rajouter cet élément. Donc dans l'Aquatantra, on va prendre les outils du Skydancing, donc puisque c'est l'école d'où je viens. On va commencer à construire énergétiquement quelque chose sur Terre. Donc on va prendre conscience, tiens, là, hop, si je prends fluidité, abandon, tiens, ça c'est fluide là, non, là, tiens, c'est pas fluide du tout, j'ai du mal, je sens pas, là, oui, ça passe, mais j'ai une douleur. Donc on prend conscience de ce qui se passe dans notre corps. Et puis on va continuer ce travail énergétique dans l'eau. Et du coup, l'eau, c'est un amplificateur. Donc ça va 25 fois plus vite que l'air. Donc du coup, c'est très intéressant parce que ça va très vite et ça permet aux gens vraiment d'ouvrir et de libérer encore plus vite leur tension. Surtout l'eau chaude. C'est comment? Par des massages dans l'eau? Non, ça va être des pratiques, et ça peut être individuel, dans le multisensoriel aussi. Ça peut être des pratiques où on est 2, on est 3, on est 4 ou en groupe. Mais du coup, moi, je vais donner des invitations. Alors, je parle d'invitation parce que nous, on a dans le cadre qu'on utilise, pour que la personne elle soit vraiment bien et en confiance, il y a toujours un espace qu'on appelle le coin bleu. C'est un espace, c'est-à-dire que si moi je vous fais une invitation de faire telle pratique et que vous n'avez pas envie de la faire, et vous dites non. Voilà. Et moi, je préfère quand les gens hésitent, ils me disent je sais pas si j'ai envie, pas envie. Je dis dans l'hésitation, vaut mieux que tu dises non. Comme ça te laisse le temps de voir pourquoi c'est difficile pour toi. Mais par contre, on demande aux personnes de rester dans l'espace pour qu'ils soient face à leurs difficultés, qu'ils prennent le temps de sentir pourquoi c'était difficile. Et puis, nous, ça nous permet aussi s'il y a un processus émotionnel qui démarre, d'être à la fois en train de l'idée, d'être avec le groupe, et puis d'aller voir ce qui se passe pour la personne qui ne veut pas. Mais du coup, je dis toujours, c'est une invitation et vous avez toujours le choix de dire oui et de dire non. Et dans la personne qui dit non, ce qui est chouette, c'est quand elle se laisse le temps de dire non, parce qu'on vit dans un monde qui va très vite, où on a le temps de rien. Et là, en fait, on redonne le temps et l'espace pour sentir. Chose qu'on a oublié pratiquement dans notre quotidien, de sentir. Le matin, on se lève pas en disant comment je me sens vraiment. Comment vont mes pieds? Comment vont mes chevilles? Comment vont mes genoux? Comment va mes jambes? Tiens, mon sexe, comment il va? Tiens, mon cœur, mon plexus. On prend pas ce temps-là, on prend plus ce temps-là. Et là, on invite vraiment à retourner dans le détail de comment on sent à l'intérieur de l'eau. Dans l'eau, vous allez énumérer un petit peu tous les chakras ou je sais pas, tous les... dans l'eau, ça peut être... alors, vous donnez un exemple, ça peut être... on prend 3 personnes et puis il y en a une, on va lui dire de se connecter à sa respiration, de fermer les yeux et puis quand elle se sent assez en confiance ou quand elle se sent bien, de s'allonger dans l'eau. Et les autres vont venir en soutien, en support. Et puis les autres, on va leur demander par exemple d'accompagner les micro-mouvements de la personne. Alors, quand je parle de micro-mouvements, là, on rentre un peu quand même dans la technique. C'est si on voit par exemple la respiration, on inspire et on expire. Mais en fait, dans l'inspire et dans l'expire, il n'y a pas 2 temps, il y a 4 temps. Parce qu'il y a le moment de suspension entre l'inspire et l'expire, et il y a le moment de suspension entre l'expire et l'inspire. Et quand on met la conscience sur ces moments-là, il s'allonge. Et en fait, en quantique, on dit que dans le mouvement, en fait, on crée.
Donc l'inspire et l'expire, c'est du mouvement. Donc on crée notre système, il y a plein de choses qui se passent au niveau cellulaire. Et dans les suspensions, c'est là où on intègre en fait. On intègre le mouvement. Donc c'est des moments qui sont très très importants, puisque c'est là où on se connecte, on est comme des petites antennes, et on se connecte en fait. Quand on est aligné, on est sur la bonne fréquence. C'est comme la radio, quand on tourne les trucs, tout d'un coup on fait plus maintenant parce que c'est tout électronique, mais à l'époque qu'on avait encore les boutons et qu'il fallait trouver la bonne fréquence, bah ça faisait et puis à un moment donné, boum, on y arrivait. Et notre corps, il est pareil. À un moment donné, quand il est aligné, quand on est conscient de cet alignement, et puis qu'on est connecté, en fait, du coup, on a les informations qui viennent. Et l'information, on peut vraiment la sentir dans les moments de suspension. C'est là où on l'intègre. D'accord. Voilà. Dans le mouvement, on ne peut pas intégrer. On est dans le mouvement. Donc on crée, on fait, etc. Et dans la suspension, donc dans le silence, dans le moment où ça se pose, c'est là où on va intégrer l'information. Et l'eau chaude, elle a cette qualité d'amplifier ces moments-là. Donc sur Terre, on va vous les nommer, on va le mettre en conscience, on va vous les faire expérimenter, mais dans l'eau, vous allez vraiment plonger dedans, c'est le cas de le dire. D'accord. Donc c'est intéressant, voilà, tout ce qui peut se passer dans ces deux... Enfin, l'aquatantra, bon, moi j'ai développé ça, on est 3 avec un psychiatre psychanalyste qui est Fernando Mandrick, qui est aussi enseignant du skydancing, et puis Johan Azuelos, qui est aussi un enseignant, qui a plein d'autres choses, PNL, CNV, etc., voilà, qui est un danseur, musicien, enfin bon. Et on a co-créé ensemble ce concept. Moi j'ai été celle qui, voilà, l'initiatrice du principe. J'étais l'énergie, comme on dit, voilà, Shakti, et eux c'est la conscience, donc c'est les masculins, hop, ils ont canalisé l'énergie. Et ça a donné cette forme qu'est l'aquatantra. Ah, c'est une belle aventure. Oui, c'est une belle aventure humaine, et puis ça se développe. On a déjà 5 modules qui sont en place. On peut retrouver ça sur le site aquatantra.com ou zofio.com. Et puis on a aussi un stage pour couple qui va arriver l'année prochaine. Attends, je mettrai les références sous la description de la vidéo. Merveilleux. Si vous êtes intéressé. Quels conseils vous pouvez donner en ce jour de la Saint-Valentin aux couples qui veulent peut-être s'essayer au tantra? Alors moi je dirais, prenez votre temps. Prenez votre temps, ça c'est vraiment la première chose. Puis communiquez, osez dire ce que vous avez vraiment envie, quoi. Parce que l'autre il va pas le deviner. Et c'est là des fois où ça crée des tensions, mais quand vous dites vraiment... Et puis ça peut changer tout le temps, soyez créatifs, quoi. Soyez créatifs, c'est bien ça. Ouais. La créativité, c'est... Et d'être présent à l'autre, d'oser regarder, d'oser dire, de respirer. Pas faire l'amour dans le noir. Non, quelle horreur. Mettez une bougie au moins, une bougie. Mais voilà, comme c'est beau un corps, tous les corps nus sont magnifiques. Il n'y a pas de dans le non-jugement, tout est tel que c'est la perfection. Donc c'est le système qui crée les jugements de faut pas faire ci, faut être comme ça, faut être mec, faut être tac, faut être ci, faut être grand, Stop, quoi. On est comme on est et c'est beau, quoi. C'est ça, en fait, la beauté du monde. C'est aussi la diversité. Et comme on est tous issus dans cet univers, on est tous aussi importants les uns que les autres et on fait tous partie de ce monde. Donc, le tantrika n'a pas de jugement. C'est ça que j'adore. Il est génial, le tantrika. Il ne juge pas, plus de dualité. Allez hop, on accepte ce qui est. C'est merveilleux. Mais il est bien rebelle quand même. Donc, soyez rebelles, non? Soyez rebelles aussi. Soyez rebelles aussi. Voilà. Sophie, merci beaucoup. Merci pour cette invitation et puis passez une belle Saint-Valentin et soyez créatifs.